des CSD. Né le 28 octobre 1918, la République tchécoslovaque se met au travail pour constituer son réseau ferré à partir des restes du réseau austro-hongrois dont elle faisait partie jusque-là. De plus, elle met à l'étude des locomotives modernes comme cette Pacific 387, l'une des meilleures d'Europe à l'époque et, sans nul doute, l'une des mieux dessinées. L'héritage austro-hongrois. Les 13 248 km de lignes héritées de l'Empire austro-hongrois ne sont pas de la meilleure qualité. En effet, si l'on en croit un article de l'ingénieur tchèque Paul Koller, paru à l'époque dans la Revue générale des chemins de fer, l'Empire avait négligé les réseaux des provinces tchécoslovaques. Et il faut encore réorganiser le réseau en fonction des frontières du nouveau pays et de ses axes économiques. Remodeler le réseau, instaurer un trafic international sur de nouvelles bases, pallier le manque de charbon, qui comporte jusqu'à 30% de pierres et de débris argileux, et de matériel roulant en tout genre. Il faut aussi assurer une connexion entre Prague et Bratislava, capitale de la Slovaquie et port danubien le plus important de la jeune République, et faire d'une succession de lignes locales à voie unique une grande ligne nationale à double voie. Il faut construire intégralement 15 nouvelles lignes totalisant 558 km et mettre à double voie 16% des lignes existantes. La guerre ne laisse que 2974 locomotives en état de marche. Le parc austro-hongrois en comprenait plus de 4000 pour le pays. Les Alliés ajoutent 92 locomotives et la Tchécoslovaquie parvient à en acheter 500 autres, ce qui permet de redémarrer le réseau. Les voitures et wagons sont au nombre de 54 519, alors qu'il n'y en avait plus de 125 000 avant-guerre. Là aussi, un gros effort doit être entrepris. Série D. Une locomotive électrique en bois. Oui, du moins pour le revêtement de la caisse. Et ceci n'est pas étonnant quand on sait que ce matériau ne manque pas en Suède. Le résultat, peut-être la locomotive électrique la plus élégante et la plus attachante qui ait jamais existé. Plus qu'une locomotive, un objet d'art. La Suède, pays nordique de la traction électrique. Le manque de charbon et l'abondance de ressources hydrauliques font de la Suède, très logiquement,
un pays très intéressé par la traction électrique dès que la mise au point technique en est faite, ce qui est le cas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le pays s'engage intensément dans une électrification en courant monophasé 15 000 volts à fréquence spéciale 16 2/3 Hz, selon un type déjà adopté par la Suisse et l'Allemagne. En 1925, quand apparaissent les premières locomotives de la série D, qui nous intéresse ici, le réseau électrifié suédois comprend déjà environ 1500 km et en 1936, il s'étend sur plus de 2700 km. La grande électrification très attendue est celle de la ligne de Stockholm-Göteborg, 458 km, soumise en 1920 au Riksdag, le Parlement suédois, et décidée seulement en 1923 après la longue résolution du problème des perturbations apportées par le courant monophasé aux communications téléphoniques et télégraphiques. Les travaux furent exécutés de 1923 à 1926 pour le prix de 44 600 000 couronnes, un investissement qui rapporta ensuite environ 4%. Une autre électrification importante est celle de la ligne dite du Riksgränsen sur le tronçon Malmö-Järna, 547 km, puis de toutes les lignes comprises dans le triangle Stockholm-Göteborg-Malmö, chose faite dans le courant des années 1930. BR 44. Lorsque la Deutsche Reichsbahn est créée en 1920, elle se lance dans un courageux et considérable travail de refonte du parc de locomotives allemandes, menant une politique de standardisation des types déterminés et lucides. Le type 150, la célèbre série 44, deviendra par excellence la locomotive puissante et robuste pour trains de marchandises lourds. Pacific Unifié 01 DR. Cette locomotive est le chef-d'œuvre de la firme allemande Borsig, qui participa au vaste programme de locomotives unifiées de 1925. Outre son élégance de ligne, cette locomotive était capable de rouler à 130 km/h en tête de train de 800 tonnes. Elle ne pèse que 100 tonnes et ses roues motrices ont un fort diamètre de 2 mètres. Une unification exemplaire. En 1922, les chemins de fer allemands passent sous le contrôle de l'État et prennent le nom de Deutsche Reichsbahn, DR. Un bureau d'études commun est créé sous la conduite de l'ingénieur Wagner, issu des chemins de fer prussiens. Il est chargé de la conception de locomotives unifiées pour l'ensemble du réseau allemand, et cette démarche de rationalisation est exemplaire, donnant des séries homogènes comportant même des pièces standardisées communes d'une série à l'autre. Les King du GWR. Cette série des King, rois du Great Western Railways, est ainsi nommée parce que chacune d'entre elles porte le nom d'un souverain britannique. Elles sont parmi les plus performantes locomotives du type 230 jamais construites, équivalent et même surpassant bien des Pacifiques. La loi de l'augmentation perpétuelle. Toujours plus vite, toujours plus lourd, toujours plus grand, telle est la loi de l'évolution des chemins de fer.
gagner du temps, emporter encore plus de charges, donner encore plus d'espace aux voyageurs et aux marchandises. Voilà ce à quoi les ingénieurs de la traction ont dû répondre depuis les débuts du chemin de fer. Le Great Western n'échappe pas à cette règle et, à la fin des années 1920, ces locomotives commencent à être à bout de souffle devant l'accroissement du poids des trains et surtout d'une demande de vitesse accrue. De plus, depuis plus de 20 ans, un vaste programme de renforcement des ponts a été entrepris sur le réseau et il parvient à son terme. Il est possible maintenant d'engager des locomotives plus lourdes, plus puissantes, donc, et dont le poids à l'essieu peut désormais atteindre 22,5 tonnes. AE 4 sur 7. On les a vus en tête des plus prestigieux trains circulant sur le réseau suisse, comme le Simplon Orient Express. Aujourd'hui encore, avec un peu de chance, on peut voir ces très belles locomotives assurer sans faille un service de qualité. Elles représentent l'apogée de la traction électrique suisse classique et leur renom va très loin au-delà des frontières de leur pays d'origine. La transmission Böchli. Cette transmission, équipant déjà la AE 3 sur 6, est une des caractéristiques de cette AE 4 sur 7. Elle se compose d'un ensemble de bielles et de secteurs dentés tournant avec l'essieu moteur et entraînés par une grande roue dentée solidaire du châssis. Les bielles et secteurs dentés permettent un léger débattement entre l'essieu moteur et la roue dentée, ce qui autorise le libre jeu de la suspension. Très ingénieuse, cette transmission est très simple et très robuste et concourt aux qualités d'ensemble de la AE 4 sur 7. Aux États-Unis, la cab forward. Une locomotive à l'envers. C'est bien l'impression que l'on a en voyant cette curieuse machine. Et pourtant, il y a une raison précise à ce qu'elle soit ainsi. Les poumons des équipes de conduite. L'ambiance étouffante des tunnels. Dès les débuts des chemins de fer, les émissions de fumée et de gaz toxiques lors des parcours en tunnel posent des problèmes. Dans les années 1830 déjà, le savant français Arago attire l'attention des pouvoirs publics sur le danger. Si les voyageurs, eux, peuvent fermer les fenêtres des voitures, les équipes de conduite souffrent et cela devient infernal si le tunnel est long et s'il est en rampe, la locomotive fournissant alors un effort maximal. Vers la fin du siècle, on équipe les plateformes de conduite d'appareils respirateurs sous la forme de masques reliés à des bouteilles d'oxygène. E432. C'est la dernière locomotive italienne construite pour le système triphasé. Et les amateurs de traction électrique du monde entier savent ce que cela veut dire. La E432 est l'ultime survivante d'un système extraordinaire dans tous les sens du terme, le dernier des Mohicans, d'une glorieuse légende qui avait tissé sa curieuse caténaire double par-dessus les voies du nord-ouest de l'Italie. Le triphasé, curiosité technique, mais logique scientifique. Les raisons du choix de ce système à la caténaire, pourtant complexe, s'expliquent
par les difficultés rencontrées en traction électrique à courant continu au début du siècle. Ce courant, à basse tension, est impropre au transport à longue distance et ne peut donc guère servir que sur des réseaux urbains. De plus, à haute tension, il ne peut être consommé par les moteurs de l'époque. Le courant alternatif monophasé est essayé et il se transporte très bien à longue distance, mais les moteurs ont des caractéristiques impropres à la traction ferroviaire, notamment par manque total de couple au démarrage. WCG1. La crocodile indienne. Effectivement, peu d'amateurs de chemin de fer savent que, à la fin des années 1920, ce type de locomotive électrique, fort à la mode en Suisse et en Autriche, trouva aussi le moyen d'émigrer sous de très lointains climats. Fabriqués en Suisse ou en Angleterre, ces WCG1 furent adaptés à la voie large indienne. Le Great Indian Peninsula Railway. Le début de l'aventure. La grande aventure ferroviaire indienne commence il y a longtemps, en 1853, quand cette compagnie ouvre sa première ligne entre Bombay et Tana, le 18 avril. La ligne est courte, 40 km à peine. Elle est construite dans ce curieux écartement de 1676 mm, choisi par Lord Dalhousie, 1812-1860, gouverneur général de l'Inde pour le compte de sa gracieuse majesté britannique. Ce lord est persuadé qu'un pays aussi immense doit avoir un écartement et des trains à sa mesure, et tout à fait autre que les étriquées petites choses ferroviaires de la métropole, cette lointaine île de dimension modeste qui veut régenter le monde. Lord Dalhousie voit loin et grand et fait de l'écartement de 1676 mm ou 6 pieds l'écartement standard du continent indien, du moins pour les voies d'intérêt national. Il a certes raison, mais cet écartement si imposant, qui ne peut être posé partout d'une façon rentable, engendre automatiquement un fort réseau complémentaire à voie métrique ou étroite. Boîte à tonnerre. Si le redoutable et légendaire dieu Wotan brandissait jadis sa boîte à tonnerre pour foudroyer ses ennemis, la Deutsche Reichsbahn ne pensait pas que ses voitures recevraient le même nom. Non parce qu'elles faisaient des étincelles, loin de là, mais par le vacarme assourdissant dont elles emplissaient les oreilles des voyageurs. Le problème du transport des voyageurs sur les lignes secondaires. Tant que l'automobile est une curiosité chère et fantaisiste réservée à une élite, le chemin de fer peut continuer en toute tranquillité à exploiter un réseau comportant de nombreuses lignes secondaires. Cette situation dure jusqu'en 1910 environ, date à laquelle le monopole du rail en matière de transport commence à être brisé. L'automobile particulière et le poids lourd sont désormais au point. La Première Guerre mondiale donne un répit au chemin de fer. Ce n'est que durant les années 1920 et 1930 que cesse définitivement l'âge d'or des chemins de fer, et des pays comme l'Allemagne se couvrent d'autoroutes, tandis que de grands fabricants inondent le marché national de voitures construites en série.
Les lignes secondaires, peu à peu, se vident de leurs voyageurs. Sur les courtes distances, la voiture est plus rapide parce que disponible à toute heure et immédiatement. La Deutsche Reichsbahn, comme l'ensemble des réseaux européens, doit alors faire face au problème du maintien coûteux de trains à vapeur circulant presque vides dans le cadre d'un service public. Mais elle n'abandonne pas, pour autant, ces lignes secondaires, sachant qu'elles sont autant d'affluents apportant un trafic pour les grandes lignes. Elle met un point d'honneur, au contraire, à offrir des voitures nouvelles, de construction simplifiée, mais très rationnelle, au service des usagers durant les dernières années 1920, pour remplacer avantageusement les très anciennes voitures à caisse en bois et portières latérales multiples remontant au XIXe siècle et encore en service. Schulz classe. Voici sans nul doute la plus élégante et la plus perfectionnée des 220. Cette série des Schulz, dont chaque machine porte le nom d'une grande école du sud de l'Angleterre, marque l'ultime développement de la locomotive à deux essieux moteurs à laquelle les ingénieurs britanniques restèrent fidèles, alors que les autres pays étaient déjà passés au Pacifique ou au Mountain. Un retard? Non, la conséquence d'une logique. Les deux essieux moteurs, un progrès du XIXe siècle. Les locomotives pour trains rapides sont, avant 1840, à un seul essieu moteur. Cela suffit pour remorquer des trains d'une centaine de tonnes à peine et à une vitesse de 40 à 60 km/h. Après 1840, l'accroissement du poids des trains conduit à ajouter un deuxième essieu moteur couplé par des bielles. C'est la disposition 120 ou 121. Puis, vers 1860-1870, l'introduction du bogie avant donne le type 220 qui se répand très vite aux États-Unis et gagne l'Europe vers 1880 pour rester jusque vers 1910 la machine européenne pour train rapide par excellence. Mais les 220 perdent leur souffle en tête de train de plus en plus lourd et l'introduction, tant pour des raisons de sécurité que de confort, de voitures à voyageurs métalliques condamne ces locomotives. Le type 230 apparaît vers 1900 et le type 231 Pacifique se généralise en Europe à partir de 1910 et surtout entre les deux guerres. La locomotive de vitesse des années 1930 est bien la Pacifique et elle le restera jusqu'à la fin de la vapeur européenne. Fliegender Hamburger. La traction diesel sur des relations rapides de grande distance est bien née en Allemagne, patrie du moteur diesel. Dès les années 30, les chemins de fer allemands mettent en service des rames rapides qui desservent à plus de 150 km/h les grandes villes du Reich, préfigurant les relations TE d'après-guerre et la concurrence train-avion. La naissance de la traction diesel sur rail. Le moteur diesel n'était certes pas fait pour la traction ferroviaire, qui demande tout ce que le moteur à combustion interne refuse. Un très fort couple au démarrage, une aptitude à fournir des efforts importants à des régimes très variés et une capacité à résister aux échauffements. Mais les progrès du moteur diesel durant les années 1930, notamment dans la marine, en font un moteur très endurant, très fiable, très sûr.
Les ingénieurs des chemins de fer s'y intéressent pour la motorisation d'engins de manœuvre qui doivent rester de longues heures en stationnement, ce qui est onéreux en traction vapeur. Puis les progrès du moteur diesel amènent naturellement les ingénieurs à l'appliquer à des rames rapides et légères, autorail et automotrices. E17. L'Allemagne est un pays pionnier en matière de traction électrique et développe intensivement, à partir des années 1920, un grand programme en courant monophasé 15 000 volts à fréquence spéciale 16 2/3 Hz. Et ce pays met au point des locomotives remarquables, notamment les 1D1 de vitesse, qui sont une réussite technique et esthétique. L'électrification du centre et du nord de l'Europe. Après la Première Guerre mondiale, un grand mouvement d'électrification en monophasé est entrepris dans les pays du centre de l'Europe. Suisse pour commencer, mais aussi Allemagne et Autriche. Ce mouvement gagne rapidement le nord de l'Europe avec la Suède et la Norvège. La cherté du charbon, sa difficulté d'importation, des politiques énergétiques nationales et indépendantes, les faibles performances de la locomotive à vapeur ne sont pas les seules explications pour cet engouement. Il y a surtout le très faible coût des installations électriques en courant monophasé, une caténaire simple et légère, la possibilité très facile de prolonger les électrifications ou de les raccorder entre elles, sans modification des installations déjà existantes, notamment au niveau des sous-stations. Par raccordement, jonction, maillage de plus en plus serré, les lignes électriques se rejoignent rapidement les unes aux autres. Et le tout finit par former, dès les années 1930, un ensemble cohérent, surtout en Allemagne.